Lors de la cérémonie de remise des éloges des SEALS de mon frère, je n'ai pas été invité, puis le commandant a dit « Elle nous a sauvés ». Mon nom est Evelyn Maddox. J'ai 39 ans, ancienne du renseignement militaire, aujourd'hui juste une femme dans une robe noire, debout devant une table en chêne poli, à qui l'on dit une fois de plus que je n'ai pas ma place ici. L'homme à la réception m'a à peine regardé avant de secouer la tête. « Je suis désolé, madame. Vous n'êtes pas sur la liste des invités. » Il l'a dit avec un ton si définitif qu'il n'invitait à aucune discussion. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement regardé au-delà de lui. À travers les portes vitrées derrière lui, les lumières de la salle principale se déversaient comme la lumière de projecteurs sur le sol en pierre. À l'intérieur, je pouvais déjà voir les rangées d'hommes en tenue de cérémonie blanche, leurs médailles scintillant sous les lustres. Au fond de la salle, mon frère, le capitaine de corvette Luc Maddox, riait. Mon père était à côté de lui, la colonne vertébrale droite comme elle l'avait toujours été, comme si aucun poids en ce monde ne pouvait jamais l'atteindre. Ma mère ajustait le col de Luc de la même manière qu'elle arrangeait le mien quand j'avais 6 ans, à l'époque où j'étais encore assez petite pour croire que l'amour avait de la place pour 2 enfants, et non pour un seul. Je me suis retourné vers l'officier au bureau et j'ai hoché la tête poliment. Ce n'est pas grave. Oubliez ça. Et j'ai commencé à m'éloigner, mais c'est alors que je l'ai entendu, une voix, tranchante et sans équivoque, perçant les murmures et la musique derrière ses portes. Qui l'a laissé entrer? Je me suis arrêté. C'était la voix de Luc. Plus forte maintenant, incrédule, sur la défensive. Une pause. Puis une autre voix plus basse, plus âgée, calme, mais tonitruante. C'est elle. C'est elle qui nous a sauvés. En un instant, des chaises raclèrent le sol, des bottes heurtèrent la pierre. Je me suis retourné lentement, mes yeux s'habituant à travers la vitre à l'image que je n'aurais jamais cru voir, sans SEALS, tous debout en silence. Pas d'applaudissements, pas d'ordre, juste une immobilité qui résonnait plus fort que tout ce que j'avais jamais entendu en uniforme. Puis le commandant s'est avancé, Darius Langlais, retraité, décoré, impossible à ignorer. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la pièce. Et il a dit, d'une voix claire comme l'acier, c'est elle. Elle nous a tous sauvés. À l'intérieur, ma famille s'est figée. Mon frère, autrefois si fier, a détourné le regard. Je n'ai pas bougé, pas scié. J'avais attendu plus d'une décennie que quelqu'un prononce mon nom dans une pièce qui comptait. Maintenant, il résonnait sans même que j'ouvre la bouche. L'officier au bureau s'est redressé. Je suis désolé, madame. Veuillez entrer. Je suis entré lentement, délibérément, non pas vers quelqu'un, mais en passant devant tout le monde. J'ai senti le poids d'une centaine de regards, certains respectueux, d'autres stupéfaits, quelques-uns honteux. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas saisi jusqu'à ce moment précis, la vengeance ne ressemble pas toujours à la destruction. Parfois, elle ressemble à un silence qui rompt le milieu des applaudissements, au fait de se tenir droite dans une pièce où ils avaient autrefois effacé votre nom, au fait de regarder l'homme qui vous avait rayé de la liste, réaliser que vous vous y étiez réinscrite vous-même. Mais cette histoire ne parle pas de ce moment. Elle parle de tout ce qui l'a précédé, les choix, les silences, la trahison, et la guerre silencieuse que j'ai menée bien après la fin des missions. Parce que la vérité, c'est que ce moment ne m'a pas été donné. Je l'ai mérité. Ils m'ont tous vu entrer dans cette pièce ce soir. Mais personne n'a jamais demandé pourquoi je l'avais quitté, au départ. Je n'ai pas toujours été une étrangère. Il fut un temps où mon nom était imprimé sur chaque manifeste, chaque mémo de débriefing, chaque registre d'opération, exactement là où il devait être. Mais ensuite, il a disparu. Pas à l'encre, pas lors d'une cérémonie en silence. Le genre de silence qui s'infiltre par les fissures et s'installe derrière les portes closes. Le genre que l'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'il soit la seule chose qui réponde quand on parle. Je portais un uniforme, moi aussi. Renseignement militaire des États-Unis, 11 ans, parmi les 4% meilleurs en analyse de la menace stratégique. Des niveaux d'habilitation assez élevés pour savoir ce que personne d'autre n'osait dire à voix haute. Je ne me battais pas avec des armes. Je me battais avec du code. Je trouvais des schémas dans le chaos. Silencieusement, efficacement. J'aidais à prévenir ceux qui ne faisaient jamais les gros titres. Et cela m'a suffi pendant un temps. Mon frère, Luc, portait un autre genre d'uniforme. Équipe 9 des SEALS, en première ligne, décoré, bruyant tout ce dont notre père avait toujours rêvé pour un fils.
Il ne portait pas seulement des armes, il portait l'héritage familial sur ses épaules. On le disait inarrêtable, un guerrier. J'étais celle qu'on appelait quand il fallait nettoyer les dégâts après coup. Personne n'applaudit la personne dans les coulisses. Pourtant, je ne lui en voulais pas. Pas au début. Nous n'étions jamais rivaux, juste en orbite dans le même système avec des gravités très différentes. Mais quelque chose a changé. Une mission, une erreur de calcul, et tout s'est effondré, pas seulement au combat, mais à la table du dîner, dans la hiérarchie de l'amour, dans la façon dont mon nom a cessé d'être prononcé. Mais j'y viendrai. Ce qui importe maintenant, c'est ceci, quand le commandant Langlais a dit « Elle nous a tous sauvés », je savais ce qu'il voulait dire. Mais personne d'autre dans cette pièce ne le savait parce que personne n'avait jamais demandé « De quoi les ai-je sauvés ?» Pas du feu ennemi. Pas d'un bâtiment qui s'effondre ou d'un hélicoptère abattu. Pas le genre de danger qui se grave sur les médailles. Je les ai sauvés d'un mensonge. D'une décision prise par ego, non par intelligence. D'un homme qui pensait que ses étoiles brilleraient toujours plus que les faits. Et pourquoi sont-ils restés silencieux pendant toutes ces années? Parce que la vérité est plus lourde que l'histoire qu'ils ont construite. Luc est devenu un héros. Mon silence a rendu cela possible. Ce soir-là, quand les SEALS se sont levés pour moi, ils n'honoraient pas seulement ce que j'avais fait. Ils reconnaissaient ce qu'ils avaient ignoré. Je n'étais pas sur la liste. Mais je l'avais été, jusqu'à ce qu'ils trouvent plus facile de m'effacer que d'affronter ce que je savais. C'est la partie de l'histoire que les gens ne veulent jamais entendre. Le genre qui ne cadre pas avec les discours de remise de prix ou les biographies impeccables, parce que je ne suis pas tombé en disgrâce. On m'a poussé silencieusement, efficacement. Et tout comme les menaces que je traquais autrefois, j'ai disparu avant même que quiconque s'en aperçoive. Mais j'ai gardé les dossiers. Et maintenant, ils vont entendre chaque page. Je viens d'une famille où le silence était confondu avec la discipline et l'obéissance avec l'amour. Mon père, Everett Maddox, a servi 2 décennies dans les Navy SEALS. Il n'élevait jamais la voix car il n'en avait jamais besoin. Sa seule présence emplissait la pièce comme un commandement. Même après sa retraite, il portait la structure comme une seconde peau, debout à 0500 heures, les chaussures alignées près de la porte, la pelouse tondue à des angles parfaits. Et si quelque chose n'était pas à sa place, il l'enlevait silencieusement, avec précision. Il croyait en 3 choses, l'ordre, la force et l'héritage. Ma mère, June, était une autre histoire. Elle n'était pas faible. Elle était silencieuse. Il y a une différence. Elle gérait notre foyer comme une équipe de coulisses, tout fonctionnait, rien n'était visible. Je ne crois pas l'avoir jamais entendu parler plus fort qu'un murmure non par peur, mais par habitude. Elle était infirmière militaire, travaillait de longue garde à l'hôpital des anciens combattants, puis rentrait chez elle auprès d'un mari qui ne lui demandait jamais vraiment comment s'était passée sa journée. Et puis il y avait Luc. Luc Maddox, mon frère aîné de 19 mois, était le modèle. Athlétique, charmant, affirmé de toutes les bonnes manières. Au lycée, il nous distançait déjà tous, au sens propre comme au figuré. Il est entré à l'Académie navale grâce à une lettre de recommandation familiale et un dossier parfait, et mon père rayonnait, pas souriait, rayonnait. Luc n'était pas seulement le premier-né. Il était le premier en tout, premier à gagner des trophées, premier à être salué, premier à être encadré sur le mur. Quand il entrait dans une pièce, le dos de mon père se redressait. Quand j'entrais, l'air ne changeait pas. Mais je n'ai jamais envié Luc, parce que l'envie requiert la conviction qu'on aurait pu avoir la même chance. Je n'ai jamais eu cette conviction. Pas dans cette maison. Tandis que Luc jouait à la guerre dans le jardin avec des fusils miniatures, je restais à l'intérieur avec des cartes et des roues de chiffrement. J'adorais décoder les choses, les énigmes, les langues, les comportements. Pour moi, comprendre le « pourquoi » était plus puissant que de connaître le « comment ». À 16 ans, je lisais des rapports de terrain déclassifiés comme d'autres filles lisaient des romans d'amour. À 18 ans, j'avais déjà postulé pour une bourse d'études accélérées en renseignement militaire. Je me souviens du jour où je l'ai dit à mon père. Il a hoché la tête une fois, a dit « Eh bien, il faut bien quelqu'un derrière l'écran. » C'est tout. Pas de fierté, pas de cérémonie, juste l'implication que je serais utile en tant qu'outil, pas en tant que nom. Luc, de son côté, m'a appelé 007 pendant une semaine. Il trouvait ça drôle. Et peut-être que ça l'était, jusqu'à ce que je réalise qu'il ne m'a jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement.
Parce que dans notre famille, le vrai service signifiait des bottes sur le terrain. Tout le reste n'était que du soutien. C'était un héritage écrit dans des médailles encadrées et des histoires à table où un seul d'entre nous avait le droit de parler. Pourtant, j'ai suivi le chemin que j'avais choisi. J'ai été formé à l'analyse de surveillance, aux opérations de contre-signal et à la modélisation des menaces comportementales. J'ai été diplômé première de ma classe à Fort Huachuca. J'ai été déployé à l'étranger 2 fois avant que Luc n'obtienne son premier galon de commandement. Mais quand il est rentré à la maison, ils lui ont organisé un barbecue. Quand je suis rentré, ma mère a laissé un gratin dans le frigo avec un post-it « Fier de toi ». Repose-toi bien. L'ironie ne m'a pas échappé. Et pourtant, je ne leur en voulais pas. Pas encore. Parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, quand je ferais quelque chose d'assez grand, d'assez indéniable, ils me verraient enfin. Pas comme la silencieuse, pas comme l'ombre derrière l'étoile, mais comme Evelyne, quelqu'un qui comptait. Ce que je n'avais pas réalisé alors, c'était ceci, dans une famille bâtie sur l'héritage, les seules histoires qui survivent sont celles que les gens sont prêts à répéter. Et si votre histoire met les autres mal à l'aise, elle est effacée. Mais avant qu'il ne m'efface, avant qu'il ne fasse du silence ma demeure, j'avais un nom. Et il le prononçait avec fierté. Après Fort Huachuca, j'ai été assigné à la 310e division de renseignement de terrain, travail avancé, hautement confidentiel, principalement des interceptions en zone noire et du soutien tactique en temps réel. Nous ne nous contentions pas de surveiller les conversations, nous prédisions les comportements. Une mauvaise interprétation pouvait faire tuer une escouade entière. Une bonne décision pouvait arrêter une embuscade avant même que les bottes ne touchent le sol. Je travaillais dans des unités conteneurisées qui tremblaient lorsque les hélicoptères passaient au-dessus. Une chaise en acier, 3 moniteurs, un grésillement sans fin, pas de fenêtre, pas de gloire, pas de temps pour les erreurs. Mais j'adorais ça. La précision, le poids de savoir que ce que je voyais dans un point sur un satellite ou une ligne audio fragmentée pouvait changer tout le cours d'une mission. Je n'étais pas derrière l'écran, j'étais l'écran. Pendant ce temps, Luc faisait les gros titres. Son équipe de SEALS avait enchaîné une série d'extractions et de raids à haut risque qui se lisaient comme des scénarios de films d'action. Un clip de lui transportant un civil blessé hors d'un complexe en flammes a fait la une des journaux nationaux. Ma mère l'a imprimé, l'a encadré. Chaque fois que je rentrais à la maison, il était sur la cheminée. Au-dessus, une vitrine avec les rubans, médailles et écussons de déploiement de Luc. En dessous, rien. Pas de photo de moi, pas de citation, aucune trace que j'ai jamais porté l'uniforme. Luc ne l'a jamais remarqué. Ou s'il l'a fait, il n'a jamais rien dit. Mais nous n'étions pas rivaux. Pas vraiment. Il menait un type de guerre, j'en menais un autre. Nous étions des moteurs jumeaux dans la même machine jusqu'à ce que cette machine ait un raté. Ce moment est arrivé pendant l'opération Site. L'objectif semblait simple, intercepter un transfert d'armes présumé dans la province de Helmand. De multiples sources de renseignements indiquaient que l'échange aurait lieu dans le secteur Delta, une zone sensible connue avec un terrain variable. Mon travail consistait à surveiller les communications et à coordonner le renseignement de terrain avec le commandement. Le travail de Luc, diriger l'équipe au sol des SEALS exécutant l'extraction. C'était la première fois que nous étions tous les deux assignés au même théâtre d'opération. Lors du briefing préopératoire, il est entré comme s'il possédait les lieux. Son équipe le suivait comme une formation d'ombre. Il m'a vu et a souri. Je ne savais pas que la 310e envoyait la famille. Je ne savais pas que les SEALS prenaient des ordres de quelqu'un qui saignait du nez en altitude. J'ai répondu avec un demi-sourire. Il a ri. Les autres ont ricané. C'était facile à l'époque. Trop facile. Nous avons examiné les images de drones, les cartes thermiques et les rapports de signaux. J'ai signalé une anomalie, un pic de signal crypté non aligné avec l'activité précédente dans le secteur Delta. Cela suggérait un schéma d'appât, un piège. J'ai soumis une escalade de risque, conseillé de retarder. Le commandement n'a pas insisté, mais Luc l'a fait. Il a soutenu que la fenêtre d'opportunité se refermerait, qu'attendre signifiait laisser l'ennemi se regrouper, qu'il s'était entraîné pour pire avec moins. Les SEALS l'ont soutenu. Son ton donnait l'impression que l'hésitation était de la lâcheté. Et quand la lâcheté n'est pas permise, au final, Luc a convaincu l'officier de supervision de donner le feu vert pour un mouvement anticipé. Je n'ai pas insisté davantage, n'ai pas élevé la voix, n'ai pas usé de mon grade car je n'en avais aucun sur lui. À la place,
j'ai mis à jour le dossier de soutien tactique, souligné la divergence et regardé le point représentant son unité avancée sur l'écran. C'était la dernière fois que je l'ai vu clignoter. En 23 minutes, les communications ont été coupées. En 40 minutes, les rapports d'évacuation médicale sont arrivés. 3 tués au combat, 5 blessés, un porté disparu et Luc. Il est sorti avec une épaule meurtrie et une histoire sur la façon dont les choses avaient mal tourné. Le commandement l'a accepté. Pas moi, parce que je savais ce que personne d'autre ne savait. L'endroit était faux. Le signal était juste. Et Luc avait choisi l'ego plutôt que l'épreuve. C'est cette nuit-là que nos chemins ont cessé d'être parallèles. C'est cette nuit-là qu'ils se sont croisés, puis brisés. L'un de nous avancerait sous les projecteurs. On demanderait à l'autre de disparaître. Et je les ai laissés demander, mais je n'ai pas dit oui. Pas vraiment, pas pour toujours. Tout a commencé par un point lumineux. Un unique ping crypté sur une bande de signal que nous n'avions pas vu dans ce secteur depuis plus de 6 mois. Le genre d'anomalie que l'on est formé à repérer, puis à signaler. Surtout dans une région comme elle ment, où le terrain ment et les schémas trompent. J'étais de garde de nuit dans la remorque tactique de la base d'opérations avancées, les yeux rouges à cause de trop de caféine et de trop peu d'air. Les murs bourdonnaient au son des générateurs. Chaque écran scintillait, mais mon curseur s'est figé au moment où ce signal est apparu. J'ai lancé une analyse de protocole, croisé la transmission avec les communications antérieures, la télémétrie satellite et la modélisation des tendances comportementales. Le ping n'était pas aléatoire. Il était placé comme un appât. Plus je le cartographiais, plus l'image devenait claire. Quiconque était de l'autre côté de ce signal voulait que nous agissions maintenant, et il voulait que nous croyions que c'était urgent. Mais ils étaient trop propres, trop bien synchronisés, trop parfaits. C'était un coup monté. J'ai rédigé un rapport avant le lever du soleil, intitulé simplement « Risque de déviation opérationnelle ». Recommande attente. À 0700 heures, je l'ai apporté à la hutte de planification. Luc était déjà là, debout devant le tableau des opérations comme si c'était sa scène personnelle. Le reste de son équipe était rassemblé autour, certains sirotant du café instantané, d'autres s'étirant comme pour un échauffement de gym. J'ai remis le dossier à l'officier de liaison du commandement. Il a parcouru les premières lignes, a haussé un sourcil, puis l'a passé à Luc. Luc l'a lu à voix haute. Report conseillé de l'avancée initiale en raison d'une incohérence de signal indiquant une possible diversion ennemie. Il a eu un sourire narquois. Alors maintenant, le statique, c'est de la stratégie? Je n'ai pas ri. Je me suis avancé. Le signal n'est pas aléatoire. Il imite des schémas que nous avons déjà vus de cellules d'Al-Qaïda. Ils essaient de vous diriger. Luc s'est appuyé contre la table. Décontracté, confiant. Ils essaient toujours. C'est pour ça qu'on frappe les premiers. J'ai secoué la tête. Pas cette fois. La signature est trop exacte, trop intentionnelle. Si vous y allez maintenant, vous tomberez dans leur piège, pas le vôtre. Il a pris un marqueur effaçable et a encerclé la zone de largage 2 fois. Si on attend, on perd l'effet de surprise. Si on bouge, on maîtrise le rythme. Si vous bougez, ai-je dit, vous mourrez selon leurs conditions. Il y a eu une pause, le genre de pause qui s'installe entre deux personnes qui savent exactement ce dont l'autre est capable et exactement ce que l'orgueil peut coûter. Puis Luc a regardé au-delà de moi, vers l'officier de liaison. Le commandement n'a pas émis d'ordre d'attente, n'est-ce pas? L'officier s'est agité, mal à l'aise. Pas de report formel, non. Alors nous procédons. Ma mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas juste une suggestion. C'est un signalement de risque professionnel. Il m'a regardé, calme, froid, inébranlable. Fais ton travail, Evelyne. Je ferai le mien. J'ai voulu crier. Non pas parce qu'il doutait de moi, mais parce qu'il n'a même pas envisagé que je puisse avoir raison. Mais je suis restée silencieuse, parce que dans cette pièce entourée de combattants, le silence n'était pas une faiblesse, c'était le protocole. Luc s'est tourné vers son équipe. Équipez-vous. On bouge à 1100 heures. Cible sécurisée à 1200 heures. Décollage au coucher du soleil. Les autres ont hoché la tête. Personne ne l'a questionné. Pourquoi l'aurait-il fait? Il avait des médailles, une réputation, un sourire qui mettait les gens en sécurité. Je suis sorti de la hutte avec le rapport toujours à la main.
Pas de signature, pas d'horodatage, pas d'autorité, juste une vérité que personne ne voulait entendre. De retour dans la remorque, je me suis assise sur ma chaise, fixant le poing vers marquant leur convoi sur la carte numérique. Ils rampaient à travers le terrain vers la nouvelle zone de largage, vers le signal, vers le mensonge. Et j'ai pensé, si quelque chose tourne mal, ce sera mon nom enterré dans les notes de bas de page, parce que même quand on a raison, si personne n'écoute, ça n'a pas d'importance. J'ai voulu appeler l'anglais. J'ai voulu demander une autorité de dérogation. J'ai voulu supplier. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais ce qui se passerait ensuite. Luc irait, ils iraient tous. Et je resterais assise là à regarder, à attendre, à écouter le moment où la carte cesserait de clignoter. C'est arrivé à 11h43. J'étais dans la remorque du renseignement, à regarder les points du convoi ramper sur la carte, chacun clignotant à des intervalles de 3 secondes, rampant vers la zone où je leur avais dit de ne pas entrer. Puis l'un d'eux a disparu. Pas retardé, pas estompé, juste disparu. 3 secondes plus tard, un autre point s'est évanoui. Et puis les autres se sont dispersés. Dans le casque, je n'entendais que du statique. Puis une courte rafale, puis plus rien. Je me suis levé si vite que ma chaise a heurté le sol derrière moi. Le technicien à côté de moi a regardé, les yeux écarquillés. C'était quoi, ça? Je n'ai pas répondu parce que je savais déjà. La zone était devenue sombre. Les communications étaient brouillées. Le satellite au-dessus nous a donné une image juste à temps pour capturer la fumée. Elle s'épanouissait vers le haut comme une fleur noire se déployant dans le ciel. J'ai ouvert le canal de commandement direct, demandant une confirmation visuelle et une réponse d'évacuation médicale d'urgence. Mes doigts bougeaient, rapides et entraînés, mon esprit hurlant. Personne n'a répondu pendant 7 minutes. Puis le premier appel a percé. Haché, paniqué, noyé dans le bruit. Ici Bravo 6. On est touché. Multiples victimes. On a besoin d'évac. Statique. Puis une autre voix, triple engin explosif improvisé. Schéma d'embuscade. Ils nous attendaient. Attendaient. Exactement comme je l'avais dit. J'ai senti mes mains trembler, mais j'ai continué à bouger. J'ai coordonné les vecteurs d'extraction, tracé de nouvelles routes satellites, redirigé des drones, le tout avec la clarté froide de quelqu'un qui prétend ne pas entendre des gens mourir en temps réel. À 14h20, le premier hélicoptère d'évacuation avait atterri sous le feu. À 15h, les survivants étaient sur le tarmac. 3 étaient morts, 5 blessés, un toujours porté disparu. Et Luc. Il est descendu de l'hélicoptère comme si c'était un mardi ordinaire. Une ecchymose sur la tempe, de la poussière sur son gilet, pas de boiterie, pas de panique, pas de honte. Il m'a regardé, a enlevé son casque et a dit « Eh bien, ça a dégénéré ». Je n'ai rien dit. Il m'a tapé la main sur l'épaule. Dure journée au bureau, hein. Puis il s'est éloigné comme si de rien n'était. Cette nuit-là, je me tenais au bout de la tente médicale, lisant la liste des victimes. Maître Jiménez, tué au combat. Spécialiste Arlot, tué au combat. Lieutenant Marx, tué au combat. Premier maître Brigue, état critique. Infirmier Avry, porté disparu. Ce n'étaient pas des chiffres. J'avais mangé avec eux. Fait des débriefings avec eux. Les avais vus rire en mangeant des ramen instantanés entre deux gardes. Parti. J'aurais dû parler plus fort. Aurais dû tirer une sonnette d'alarme plus haute. Aurais dû contourner Luc, le commandement, tout le monde. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je n'avais pas le grade, pas le titre, pas l'héritage, et parce qu'une partie de moi croyait encore qu'ils écouteraient. Plus tard, Luc a fait un débriefing de mission. Formel, détaché. La présence ennemie a été sous-estimée. Les pertes, bien que tragiques, entrent dans les marges de temps de guerre. Il n'y a eu aucune violation de procédure. J'étais assise au fond de la tente. Personne n'a mentionné le signal que j'avais signalé. Personne n'a demandé pourquoi ils avaient avancé plus tôt. Personne n'a même demandé quels renseignements avaient été utilisés pour donner le feu vert. Quand ce fut terminé, je l'ai suivi dehors. Tu savais, ai-je dit. Il s'est tourné, a haussé un sourcil. Savais quoi? Que ce n'était pas prêt. Que nous n'en avions pas assez. Il a haussé les épaules. Il n'y en a jamais assez. C'est pour ça qu'on s'entraîne.
Je me suis approché. Des gens sont morts. Et des gens mourront toujours, a-t-il dit. C'est la guerre. Tu ne peux pas choisir l'opération parfaite. Tu avances ou tu rates ta chance. Je l'ai fixé, cherchant quelque chose. Du remords, de la réflexion, même de l'inconfort. Il n'y avait rien. Il m'a de nouveau tapoté le bras. Tu as fait ta part. On ne peut pas sauver tout le monde. Il s'est éloigné dans la nuit, et je suis resté là, seul avec le bruit des pales de rotor s'estompant dans l'obscurité et une voix dans ma tête murmurant ce que personne d'autre n'avait le courage de dire. Ce n'était pas juste une mauvaise décision. C'était une décision évitable. Et maintenant, c'était à moi de la porter. Le deuil a son propre rythme. Il ne frappe pas d'un seul coup. Il s'infiltre, comme le brouillard sous une porte fermée. Après l'explosion, je n'ai pas dormi, pas mangé, pas pleuré. Au lieu de ça, j'ai travaillé. Le lendemain matin, pendant que les autres assistaient à la cérémonie sur le tarmac pour Jiménez, Arlo et Marx, j'étais assise seule au fond de la remorque du renseignement, les yeux rivés sur 3 écrans, un casque sur une oreille. Non pas parce qu'on me l'avait ordonné. Personne ne m'a dit d'analyser quoi que ce soit. En fait, personne ne s'attendait à ce que je fasse quoi que ce soit. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Quelque chose clochait. La version des faits de Luc semblait répétée, trop propre, trop alignée avec le résumé post-opératoire que le commandement avait publié avant même que la poussière ne soit retombée. Il disait que la mission avait été approuvée sur la base de « renseignements mis à jour ». Que le changement de calendrier provenait d'une « adaptation stratégique aux schémas ennemis changeants ». Cette phrase résonnait dans ma tête. Adaptation stratégique. Je connaissais la formulation. Je l'avais écrite moi-même dans des rapports, uniquement lorsque les données le justifiaient réellement. Celle-ci ne le justifiait pas. Alors j'ai commencé à creuser. J'ai récupéré le journal des communications originales de la veille de l'opération. Je l'ai croisé avec les rapports de situation horodatés et les rapports de télémétrie des drones. Au début, tout semblait correct. Trop correct. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. J'avais appris il y a longtemps que les vrais journaux, les journaux non édités, ont des empreintes, des écarts de temps, de petits délais de latence, une latence occasionnelle. Mais celui-ci était impeccable. Pas de décalage, pas de changement, pas de divergence dans les communications. Il avait été aseptisé. J'ai ouvert le cache brut du serveur, enfoui sous des couches de métadonnées archivées. J'ai trouvé une incohérence. L'ordre d'opération officiel avait un horodatage de 0300 heures, mais le système interne montrait que le brouillon avait été généré à 0,14, puis écrasé manuellement à 0,317. Aucune autorisation d'accompagnement, aucun enregistrement correspondant du commandement, aucun hachage cryptographique pour certifier le changement. Quelqu'un l'avait modifié. Une seule personne avait accès à la fois au terrain et au tableau de mission dans ce laps de temps, Luc. J'ai fixé l'écran tandis que le poids s'installait dans ma poitrine comme une pierre. Il n'avait pas seulement ignoré le renseignement. Il avait réécrit le récit. Il avait changé l'heure de l'opération, puis modifié les journaux pour faire croire que cela avait toujours été le plan. Et personne ne l'a remis en question, car qui l'aurait fait? C'était un Maddox. C'était un SEAL. C'était le fils d'Everett Maddox, le Golden Boy, le héros de guerre. Le système lui faisait confiance par défaut. Il me faisait confiance pour faire du bruit discrètement. Et j'étais resté discrète. J'ai minimisé la fenêtre, sauvegardé les métadonnées brutes sur un lecteur sécurisé, crypté le dossier sous un alias que seul moi reconnaîtrais, et glissé le dispositif dans la doublure de mon sac de sport. Personne n'a vu. Personne n'a demandé. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit de camp, les genoux ramenés contre ma poitrine, écoutant le bourdonnement des générateurs et le faible murmure des hommes essayant d'oublier. Et je savais que la vérité ne ramènerait pas les morts. Mais elle pourrait empêcher les prochains funérailles. Luc avait fait un choix. Maintenant, c'était mon tour. J'ai attendu 3 jours, non pas parce que je n'étais pas prête, mais parce que je devais être sûr. Sûr que personne d'autre n'allait parler. Sûr que le commandement avait déjà clos le dossier. C'était le cas. L'enquête sur les pertes avait été déclarée résolue. Le dossier officiel était scellé. Pas d'enquête supplémentaire, pas de faute attribuée. La déclaration de Luc se lisait comme un cas d'école, mission ajustée en fonction du risque opérationnel. Tous les protocoles ont été suivis au mieux du jugement du commandement.
Et c'est tout. 3 hommes étaient enterrés sous une histoire que Luc avait écrite. Alors j'ai écrit la mienne. Le 4e jour, je me suis assise à un terminal non surveillé dans la bibliothèque de la base, j'ai inséré la clé dans le port USB et j'ai ouvert la coque de cryptage. À l'intérieur, l'ordre d'opération original, avant modification, le fichier manipulé, les traces de métadonnées, les journaux de temps, les superpositions de trajectoires de drone, et un mémo vocal de quelques secondes seulement. Ma propre voix, plate et stable. Personne n'a ordonné le changement d'heure. Aucune chaîne de commandement ne l'a approuvé. Cela a été modifié après coup. Voici ce qui s'est réellement passé. J'ai joint le dossier entier à un compte de messagerie anonyme, acheminé par 2 nœuds à l'étranger, et je l'ai envoyé au bureau de l'éthique militaire. Je n'ai pas inclus mon nom. Je n'en avais pas besoin. Les données parlaient plus fort que je ne l'aurais jamais pu. Quand ce fut fait, j'ai fermé le navigateur, éjecté la clé et je suis sorti comme si de rien n'était. Et pendant un moment, il semblait que rien ne s'était passé. Personne ne m'a convoqué. Personne n'a remis en question mes déplacements. Pas de réunion, pas d'alarme. Le silence est devenu assourdissant mais pas inconnu. Puis, 2 semaines plus tard, je l'ai vu, le commandant Darius Langlais. Il était hors de vue depuis les suites de site. La rumeur disait qu'il était en mission temporaire au Qatar. Mais ce jour-là, il est passé juste devant moi dans le couloir devant les bureaux administratifs, seul, indéchiffrable, portant son uniforme comme une armure. Il m'a regardé directement, sans accusation, sans surprise, juste en sachant. Il n'a pas hoché la tête, n'a pas parlé. Il a simplement soutenu mon regard une demi-seconde de plus que la plupart des gens ne l'avaient jamais fait, puis a continué son chemin. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il avait lu le rapport. Personne d'autre n'avait dit un mot, mais il avait tout vu. Et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait me prendre à part, poser des questions, confirmer des détails, même murmurer quelque chose comme « nous enquêtons là-dessus ». Mais il ne l'a pas fait. Il n'a rien dit. Et dans ce rien, j'ai tout compris. Il ne pouvait pas agir sans levier. Il ne pouvait pas parler sans ordre. Il ne pouvait pas agir sans que la machine ne tourne avec lui. Mais il pouvait me voir. Et c'était plus que quiconque n'avait fait. Cette nuit-là, je suis retourné à ma caserne sous le ciel ouvert, écoutant le rugissement lointain des générateurs et des hélicoptères fendant le vent du désert. La vérité était là, maintenant, entre les mains de quelqu'un d'autre, au-dessus de mon grade, hors de ma portée. J'avais fait ce que je pouvais, et ce n'était peut-être pas suffisant. Mais j'avais enfin parlé silencieusement, complètement, sans excuse. Et si la machine ne voulait pas l'entendre, au moins je m'étais assuré qu'elle ne pourrait pas l'oublier. 3 semaines après avoir envoyé le rapport, le bulletin a été publié. Le capitaine de corvette Luc Maddox réaffecté à un statut non déployable en attente d'un examen de son commandement. Pas de gros titres, pas de scandale, juste une note stérile enfouie dans la mise à jour hebdomadaire entre une alerte de maintenance de véhicule et une note sur la pression de l'eau sur la base. Le langage officiel était vague, évaluation de routine de l'aptitude au commandement suite à un examen opérationnel cumulatif. Pas un mot sur site. Pas un mot sur les violations de protocole. Pas un mot sur des métadonnées falsifiées, des journaux manipulés ou 3 hommes morts parce que quelqu'un avait besoin d'être le premier à franchir la porte. J'ai vérifié le portail du bureau de l'éthique ce soir-là. Mon rapport n'apparaissait plus dans la liste des enquêtes. L'identifiant du cas avait disparu, archivé, scellé, supprimé et tout comme moi. Le lendemain matin, j'ai reçu de nouveaux ordres. Aucune explication, aucun briefing. Avec effet immédiat, la spécialiste Maddox sera transférée à la division d'analyse administrative, Fort Gordon. Réaffectation définitive. Indéfinie. C'est la façon préférée de l'armée de dire que vous n'êtes pas renvoyé, mais ne revenez pas. J'ai fait mes bagages en silence. Personne n'est venu me dire au revoir. Même les jeunes techniciens qui me posaient des questions sur le code de surveillance n'ont pas croisé mon regard. Les nouvelles vont vite quand quelqu'un sort de la chaîne. Quand quelqu'un pose des questions qu'on ne lui a pas dit de poser. Quand quelqu'un menace un nom comme Maddox. J'ai emballé mon uniforme, mes notes de terrain, mes citations, les rares que j'avais, et je les ai scellées hermétiquement. En chargeant mon sac à l'arrière du transport, j'ai regardé une dernière fois le tarmac, les hangars balayés par le sable, les drones à moitié assemblés, la tour de communication clignotant en rouge sous un ciel délavé. Tout bougeait encore. La machine ne s'arrêtait jamais, même quand elle broyait les gens vivants.
À Fort Gordon, on m'a donné un cubicule sans fenêtre, une ligne téléphonique partagée et des piles de données personnelles à vérifier pour des incohérences dont personne ne se souciait. Pendant 6 mois, personne n'a mentionné site. Personne n'a prononcé mon nom à voix haute. Personne n'a même utilisé le mot « rapport » en ma présence. Luc, pendant ce temps, a refait surface, promu discrètement, a obtenu un rôle de formateur, a parlé à 2 panels sur le leadership, a été cité dans un article de journal sur l'adaptabilité au combat. L'histoire qu'on racontait sur lui était la même qu'elle avait toujours été, propre, héroïque, intacte. La mienne n'était pas racontée du tout. Ils ne m'ont pas renvoyé, pas rétrogradé, pas menacé. Ils ont simplement effacé la pièce où je me tenais autrefois et ont agi comme si je n'y avais jamais été. Et c'est ainsi que les systèmes survivent. Non pas en punissant la vérité, mais en prétendant qu'elle n'a jamais parlé. J'ai appelé à la maison 2 jours après que ma réaffectation soit arrivée. Non pas parce que je voulais du réconfort, mais parce qu'une partie de moi croyait encore que quelqu'un, n'importe qui, pourrait demander ce qui s'était passé. Mon père a répondu. Il n'a pas dit bonjour, n'a pas demandé si j'étais en sécurité, juste, j'ai entendu pour Luc. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis il a ajouté, la voix basse mais tranchante, ils disent qu'il a été retiré du déploiement. Examen de son commandement. Est-ce que c'est ton œuvre? Je n'ai pas menti. J'ai soumis un rapport, ai-je dit. Avec des faits. C'est tout. Il a expiré bruyamment, comme si quelqu'un venait d'insulter son grade. Tu ne dénonces pas ton propre sang. Je suis restée silencieuse. Tu crois que les gradés en ont quelque chose à faire de toi? Tu crois qu'ils te remercieront d'avoir jeté ton frère sous le bus? C'est ta famille. Non, ai-je dit, c'est votre définition de la famille. Il n'a pas répondu à cela. A juste marmonné, on ne trahit pas son nom, Evelyne. Jamais. Puis il a raccroché. Je n'ai pas rappelé. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de ma mère. Juste un texto. Pas de ponctuation. Pas d'émotion. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé l'écran pendant 10 minutes. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça disait tout ce qu'elle ne dirait pas. Pas, je te crois. Pas, raconte-moi ta version. Juste 5 mots vite tapés comme une pensée après coup. Je n'ai pas répondu. Luc n'a jamais pris contact. Pas un appel, pas un texto, rien. Il était devenu silencieux dès que mon rapport a pris l'air. Disparu dans le cocon protecteur que le système avait construit autour de lui. Et la vérité est que je ne pense pas qu'il ait jamais envisagé que je parlerais. Non pas parce qu'il pensait que je manquais de preuves, mais parce qu'il croyait que je manquais de permission. C'est ce que notre famille nous a appris. Il n'y a pas de vérité en dehors de la maison, pas d'air autorisé à entrer, pas de questions posées, et personne n'aura la formation. Alors, j'ai emballé ce qui restait de mes affaires, réservé un vol aller simple pour quitter la Géorgie, et emménager dans un petit appartement à 2 états de là. Personne n'a demandé mon adresse. Personne n'a demandé pourquoi. Personne n'a frappé à la porte après mon départ, et je ne les ai pas attendus. Parce que quand on grandit dans une maison comme la nôtre, on ne part pas avec bruit. On se glisse dehors comme une ombre. Pas de dîner d'adieu. Pas de conversation assise. Juste un lent effacement des discussions de groupe et des listes de vacances jusqu'à ce que, finalement, on ne soit plus attendu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai juste disparu et efficacement, silencieusement, comme on m'avait appris à le faire. Je me suis installé dans le Maryland comme un fantôme choisirait une maison, silencieusement et sans cérémonie. C'était un appartement d'une chambre au-dessus d'une boutique de serrurier, au bord d'une ville que personne en dehors du comté ne pourrait indiquer sur une carte. Le genre d'endroit où les gens hochaient la tête sans poser de questions, où les étrangers restaient des étrangers, et où le silence était un langage à part entière. Le propriétaire n'a jamais demandé pourquoi je payais 6 mois d'avance. Les voisins n'ont jamais frappé, et ça ne me dérangeait pas. J'ai passé les premières semaines à me réveiller avant l'aube par habitude. Je m'asseyais sur le bord du lit, le cœur battant, attendant les alarmes de briefing qui ne viendraient jamais. Pas de mise à jour de renseignements, pas de flux de drones, pas de centre de commandement s'animant autour de moi. Juste un vieux radiateur qui sifflait dans le coin et le bruit sourd des camions de livraison en bas. Pour la première fois en plus de 10 ans, je n'avais pas d'uniforme, pas de badge, pas de niveau d'accès, et pas de rôle à jouer. J'étais invisible,
et c'était comme se noyer dans de l'eau tiède paisible mais suffocant. J'avais besoin de m'ancrer à quelque chose. Alors je me suis inscrite. Ça a commencé avec un cours du soir en protocole de cybersécurité. Puis un autre. À la fin de l'année, j'étais à temps plein dans un programme d'études supérieures, entouré de gens qui avaient la moitié de mon âge et qui pensaient que pirater le mot de passe du Wi-Fi de l'école était le summum de la brillance. Je ne les ai pas corrigés. Je me suis juste assise au fond, j'ai répondu seulement quand on m'appelait, et j'ai réussi tous les examens. Non pas parce que j'essayais de prouver quelque chose, mais parce que mon esprit avait plus besoin de structure que mon corps de sommeil. Pendant la journée, je prenais des contrats, audits de cryptage, surveillance du dark web, analyse de menaces à petite échelle. La plupart du temps, c'était ennuyeux. Parfois, c'était utile. Rien de tout cela ne nécessitait un nom. Ça me convenait. Moins ils en savaient sur moi, plus je pouvais respirer. J'ai refusé des entretiens, décliné des invitations à des conférences, supprimé les demandes de connexion sur LinkedIn d'anciens collègues avant même de les lire. Plus je disparaissais du monde, plus ils me laissaient tranquille. Mais je n'étais pas inactive. Pendant que les emplois payaient les factures, je continuais à travailler sur autre chose, quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne. J'ai construit un ensemble de données privées, un modèle stratifie des réseaux de lanceurs d'alerte numériques, des lacunes de confiance dans les rapports post-incident, et des schémas de manipulation de métadonnées à travers les branches. J'ai codé jusqu'à ce que mes doigts aient des crampes et que mes yeux brûlent. Ce que je construisais n'était pas seulement académique. C'était de la survie. Un système conçu pour détecter les types de silence qui tuent. Au moment où j'ai terminé mon doctorat, j'avais écrit une thèse que personne ne publierait parce qu'elle marchait sur trop de plates-bandes. Alors, je l'ai archivée sous un faux auteur, l'ai téléchargée sur 3 serveurs privés dans 3 pays différents, et je l'ai laissée vivre en dehors de moi. Je ne me souciais pas des citations. Je me souciais de ce qu'elle pourrait prévenir. Il y avait encore des nuits où le passé revenait me hanter. Je me réveillais convaincu d'être encore dans la remorque, encore à regarder ce point vers disparaître, encore incapable de l'arrêter. Parfois, j'entendais la voix de Luc dans mes rêves, pas criant, juste calme, décontracté. La façon dont il disait « dure journée au bureau », hein. Comme si rien de tout cela n'avait compté. Et certaines nuits, je n'entendais rien du tout. Juste le son des noms pliés dans des drapeaux et descendus en terre, un par un. Mais quand le soleil se levait, je continuais. Non pas parce que j'avais guéri, mais parce que j'avais décidé que je n'en avais pas encore fini. Je ne vivais pas seulement dans le calme. J'apprenais à l'utiliser. C'était un jeudi après-midi au début du printemps quand je l'ai revu. J'étais à un symposium technologique à Washington. Pas en tant qu'oratrice, ni même en tant que participante inscrite, juste un visage au fond de la salle écoutant une conférence sur les menaces émergentes en cybersécurité de niveau militaire. J'y étais allé parce que j'avais besoin de la stimulation mentale, pas du réseautage. Mais l'univers, dans son étrange sens de l'humour, avait d'autres plans. J'en étais à la moitié de mon café tiède quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi dire « Je ne m'attendais pas à voir une Maddox ici ». Je me suis retourné, et il était là, le premier maître Mason Brigg. Je ne l'avais pas vu depuis elle ment. Depuis avant l'explosion qui lui a pris une partie de sa jambe, 3 de ses coéquipiers, et la plupart du feu dans ses yeux. Il avait l'air différent maintenant, plus mince, plus âgé, utilisant une prothèse élégante en fibre de carbone sous un pantalon sur mesure. Mais c'est sa voix qui m'a glacé. Toujours stable, toujours calme, toujours pleine de ce poids qui ne vient qu'en portant trop de choses pendant trop longtemps. Il s'est assis à côté de moi dans la rangée vide comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je n'ai pas parlé au début, lui non plus. Nous avons regardé l'écran ensemble, des lignes de code, des cartes, des diagrammes. Puis il a dit, « J'ai lu ta thèse. » J'ai cligné des yeux. Je ne l'ai jamais publiée. Il a souri faiblement. Pas besoin. Quelqu'un l'a fait fuiter sur notre fil de discussion interne. Il m'a fallu 5 minutes pour deviner qui l'avait écrite. Je n'ai pas nié. Il a jeté un coup d'œil à sa jambe. L'a tapoté une fois, légèrement. Tu avais raison, a-t-il dit. 3 mots. Simple. Dévastateur. Je les avais prévenus, ai-je répondu. Doucement, sans amertume, juste fatigué. Il a hoché la tête. Je me souviens. Tu l'as signalé. Tu l'as signalé tôt. Il y a eu une longue pause.
Puis il s'est tourné complètement vers moi et a posé la question que je ne m'étais pas autorisé à avoir besoin d'entendre. « Pourquoi n'as-tu pas crié plus fort ?» Je l'ai regardé, et sur son visage, je n'ai pas vu d'accusation. J'ai vu du regret. « Parce que je pensais que la vérité suffirait, ai-je dit. » Il a expiré, lentement. « Oui, c'était ton erreur. » Nous sommes restés avec ça un moment. Puis j'ai demandé, « Tu savais ?» « Pas au début, » a-t-il dit. Mais on a compris assez vite après. Le timing ne correspondait pas. La disposition du terrain était fausse. Les renseignements ne collaient pas, alors pourquoi personne n'a rien dit? Il n'a pas sourcillé. Parce que le type qui a pris la décision était un héros, un Maddox. Et les héros ne font pas d'erreur, pas sur le papier. Il a tapoté le côté de sa tête. On essayait tous de rester dans la machine, Evelyn. Et la machine ne tolère pas la friction. Elle fonctionne au silence et au sang. J'ai dégluti difficilement. Il s'est adossé à sa chaise. J'aurais dû dire quelque chose. J'y pense encore chaque fois que je mets cette jambe. Mais à l'époque, je voulais juste survivre au système. Et cela signifiait laisser les gens croire aux mensonges. Voilà. La chose que personne n'avait jamais dite à voix haute. Ils savaient. Ils savaient tous. Mais personne n'avait le grade ou le courage de le dire quand ça comptait. Seulement maintenant, des années plus tard, quand le feu s'était estompé et que les médailles avaient terni, la vérité était sûre à dire. J'ai hoché la tête. Pas en signe de pardon. Juste de reconnaissance. Tu sers toujours, ai-je demandé. Non, a-t-il dit. J'ai pris ma retraite l'année dernière. Une sortie discrète. Pas de discours. Pareil, ai-je dit. Sauf que personne n'a remarqué. Il m'a regardé. Eh bien, moi, j'ai remarqué. Nous nous sommes serrés la main. Pas de cérémonie. Juste deux fantômes qui se sont autrefois trouvés dans le même rayon d'explosion. L'un qui a perdu une jambe, l'autre un nom. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti invisible. Je me suis juste senti réel. Je ne m'attendais pas à dépasser la réception. Même après le silence, même après les regards, certains protocoles sont plus forts que la vérité. Le jeune officier avait l'air troublé. Sa tablette n'affichait toujours pas mon nom. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, cherchant des instructions. « Madame, dit-il à nouveau, je suis vraiment désolé. J'ai juste besoin d'une confirmation. Vous n'étiez pas sur la liste préapprouvée pour l'habilitation de sécurité. » Une voix a percé, ferme et indubitablement autoritaire. « Laissez-la entrer. » La salle s'est tournée vers le couloir. Le commandant Darius Langlais se tenait juste derrière l'entrée, sa tenue de cérémonie blanche impeccable, la poitrine lourde de rubans dont il ne parlerait jamais lui-même. Le même homme qui m'avait autrefois regardé en silence après avoir lu un rapport que personne d'autre n'osait reconnaître. Ses yeux n'avaient pas changé. Il s'est avancé lentement, délibérément, et s'est placé entre moi et le bureau d'enregistrement. « Evelyn Maddox, dit-il, non pas en demandant, mais en affirmant. » Puis il a regardé l'officier. Elle a une habilitation plus élevée que la plupart d'entre nous n'en ont jamais eu, et elle l'a méritée. L'officier s'est redressé, hochant la tête rapidement. « Oui, mon commandant. »« Bien sûr, par ici. » Mais l'Anglais a levé une main, l'arrêtant. Puis il s'est tourné vers la salle, vers les invités, les gradés, les photographes, vers l'assemblée entière de l'équipe 9 des SEALS alignée en rang comme les pages d'une histoire que personne n'avait fini de lire. La voix de l'Anglais était stable, basse, mais elle portait. C'est elle. La salle a retenu son souffle. Il a fait un pas en avant. Cette femme a décodé le signal qui a empêché le reste de l'opération Cid de tomber droit dans une seconde embuscade. Un autre pas, elle a soumis des renseignements qui ont changé le calendrier d'extraction contre les ordres. Un autre. Elle a tout risqué, y compris le nom de sa propre famille, pour arrêter ce qui aurait été un massacre. Il a fait une pause. Elle ne tenait pas d'armes, mais elle a sauvé chaque homme dans cette pièce. Et puis c'est arrivé. Un son, doux au début. Du tissu contre des chaises, des chaussures contre de la moquette. Un par un, les SEALS se sont levés. Pas par cérémonie, pas parce qu'on le leur avait dit, mais parce que parfois le silence est plus fort que les applaudissements, et parfois se lever est plus fort que parler. 100 hommes, tous debout, certains avec des cicatrices,
certains avec des membres en moins, certains qui n'auraient peut-être plus jamais marché si je n'avais pas parlé quand je l'ai fait. L'Anglais m'a regardé une fois de plus. Vous n'avez pas besoin d'être sur une liste, a-t-il dit. Vous avez déjà sauvé la liste. Quelques rires discrets du fond, mais je n'ai pas ri. Je ne pouvais pas, car pendant des années je m'étais demandé si j'avais fait la bonne chose. Pendant des années, j'avais vécu en exil professionnel, familial, personnel. Mais à ce moment-là, le poids que j'avais porté a commencé à se déplacer, non pas à disparaître, mais à se redistribuer sur les épaules prêtes à se tenir à mes côtés. J'ai pris une inspiration et je suis entré. Je n'ai pas applaudi, non pas parce que j'en étais incapable, mais parce que j'avais besoin de mes deux mains pour rester immobile. Luc se tenait sur la scène principale, un projecteur adoucissant les contours de son uniforme. Les médailles scintillaient comme si elles essayaient de se surpasser les unes les autres. Sa posture était parfaite, épaules carrées, regard droit devant, menton haut, comme si rien ne s'était jamais fissuré. Le maître de cérémonie s'est éclairci la gorge au pupitre. Mesdames et messieurs, nous présentons maintenant la médaille de la bravoure stratégique au capitaine de corvette Luc Maddox, dont le leadership pendant l'opération Site a été crucial pour la survie de l'équipe 9 des SEALS. Les applaudissements ont éclaté. Longs, respectueux, révérencieux. Même les blessés se sont levés. Même Mason Brigg, sur sa jambe prosthétique, a mis la main sur son cœur. Seul moi suis resté assise. Non par dépit, mais par quelque chose de plus profond. Une vérité qui n'avait pas encore été dite à voix haute. Luc s'est tourné légèrement, hochant la tête vers la foule, puis a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers le grand écran de projection qui s'illuminait derrière lui. Le maître de cérémonie a continué, il y a 10 ans, l'opération Site a pris une tournure inattendue. La cible avait changé d'emplacement. Le calendrier a changé. Nous avons failli tomber dans une seconde explosion. J'ai gardé les yeux fixés sur l'arrière de la tête de Luc. Il n'a pas bougé. La voix du maître de cérémonie s'est abaissée, délibérée maintenant. Et pourtant, il y avait un avertissement enfoui dans le système, signalé par l'un des nôtres. Un rapport qui était, à l'époque, anonyme. Une onde a parcouru l'audience, pas forte, mais perceptible. Un changement de température. Aujourd'hui, a poursuivi l'orateur, nous souhaitons reconnaître ce rapport anonyme car il a sauvé des dizaines de vies, y compris les nôtres. La diapositive derrière Luc a changé. Une ligne de code décryptée est apparue. Mon écriture sur la superposition de l'analyste. Mon identifiant, partiellement masqué, mais pas complètement. Plus maintenant. Les gens se sont tournés sur leur siège, un par un, silencieusement, lentement. Les yeux m'ont trouvé. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai entendu un nom murmuré. Maddox. C'est elle. Le maître de cérémonie a fait un geste dans ma direction sans utiliser mon nom. Elle n'a jamais été officiellement créditée. Jusqu'à maintenant. Luc a enfin tourné la tête. Nos regards se sont croisés, et pour la première fois en plus de 10 ans, j'ai vu l'expression exacte que j'avais imaginée 1000 fois. Pas de la colère, pas de la honte, mais quelque chose de pire. La reconnaissance. Une compréhension lente et lourde. Non pas de ce que j'avais fait, mais de ce qu'il avait enterré. Il savait ce que cela signifiait. Qu'il n'était pas le seul héros dans la pièce. Que le rapport n'était pas resté enterré. Que quelqu'un avait choisi de déterrer la vérité, même maintenant. Sa mâchoire s'est crispée. Ses mains se sont resserrées sur ses flancs. Les applaudissements ne sont pas venus cette fois. La salle a attendu. Le moment s'est étiré, silencieux, exposé, inachevé. Et je suis juste resté assise là, calme, immobile, car après toutes ces années, je n'étais plus en colère. J'étais juste visible. Et parfois, cela suffit. Il a attendu que la plupart des gens soient partis, que les poignées de main se terminent, que les médailles soient rangées dans leur boîte de velours, et que les flashs se soient refroidis. Puis Luc est venu vers moi. Ses pas étaient lents, mais pas incertains. Il était toujours Luc Maddox, calculé, posé, chaque cheveu en place, l'uniforme impeccable, la colonne vertébrale ne pliant jamais. Il s'est arrêté à quelques mètres de mon siège. « Tu voulais me ruiner ?» a-t-il demandé doucement. Pas avec colère, pas avec accusation, juste en posant la question. Je l'ai regardé. Le frère qui m'avait autrefois appris à lancer une balle de baseball.
Le garçon qui était monté sur le toit avec moi pour regarder les feux d'artifice du 4 juillet quand nous étions trop petits pour rester debout tard. L'homme qui était entré dans un champ de mine parce qu'il ne croyait qu'en la force, pas aux signaux. Non, ai-je dit. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Je ne voulais pas te ruiner, ai-je répété. Je voulais que la vérité existe. Qu'elle ne soit pas effacée juste parce qu'elle mettait quelqu'un mal à l'aise. Sa mâchoire a tressailli. Tu aurais dû venir me voir, a-t-il dit. Je l'ai fait, ai-je répondu. Tu n'as pas écouté, et des gens sont morts. Nous sommes restés dans ce couloir silencieux et ouvert, juste nous deux. La cérémonie résonnait encore faiblement depuis l'atrium principal, mais ici, ce n'était que silence. Je ne les ai pas envoyés dans un piège, a-t-il dit, les yeux vifs. J'ai pris une décision. Tu as changé l'heure de la mission sans approbation, ai-je répliqué. Tu as ignoré des signaux d'alerte. Tu as enterré l'avertissement. Il a baissé les yeux pour la première fois. Il n'a offert aucune réfutation. Pas de justification, pas de sagesse du champ de bataille, juste le silence. Quand il a relevé les yeux, quelque chose sur son visage avait changé. Tu crois que je dors la nuit, a-t-il demandé. Tu crois que je ne rejoue pas cette journée 1000 fois. Je l'ai fixé. Alors peut-être que ça ne consiste pas à te ruiner. Peut-être que ça consiste à te pardonner pour la vérité, pas pour le mensonge. Un bruissement derrière nous. Notre père. Il se tenait au bout du couloir, les bras croisés. Mais ses yeux, ils n'étaient pas en colère cette fois. Pour la première fois de ma vie, il m'a regardé sans certitude. Pas avec déception, pas avec désapprobation, mais avec quelque chose de plus proche de la confusion. Comme si les fondations avaient bougé sous ses bottes, et qu'il n'était plus sûr de comment se tenir. Je lui ai fait un signe de tête. Pas de mots. Je n'en avais pas besoin. Il n'a pas répondu, mais il n'est pas parti non plus. Et peut-être, dans notre famille, était-ce le début d'une conversation. Luc a finalement reparlé. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Moi non plus, ai-je dit. Mais je voulais dire quelque chose de différent, car je savais ceci, pour la première fois, je n'avais pas été effacé. Et même si rien d'autre ne changeait, si mon père ne disait plus jamais un mot, si Luc n'admettait jamais ce qu'il avait fait, ce moment restait non édité. Indéniable. Les applaudissements s'étaient estompés. Mais la vérité est restée. Alors que je sortais de la salle dans la douce lumière du début de soirée, les murmures et les flashs des appareils photos s'estompant derrière moi, une main a touché mon épaule. Douce, solide et familière. Je me suis retourné. Le premier maître maçon Briggs était là, vêtu d'un costume bleu marine, sa jambe prosthétique à peine visible sous le pantalon impeccablement repassé. Son expression n'était pas fière. Elle n'était pas solennelle non plus. C'était quelque chose de plus doux, de plus lourd. Evelyne, dit-il, j'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'ai regardé dans ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux d'un soldat essayant de garder sa posture. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait porté un silence trop longtemps. J'ai lu le rapport, a-t-il continué, la voix basse. Je savais que c'était toi. Nous le savions tous. Mais nous n'avons rien dit. Il a baissé les yeux vers le sol, puis m'a regardé à nouveau. Je me suis dit que c'était pour protéger l'unité, que Luc avait déjà assez souffert. Mais en réalité, j'avais juste peur. Il a pris une profonde inspiration. Je ne voulais pas perdre le peu qu'il me restait. J'ai hoché la tête lentement. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. J'avais vécu ce genre de peur. Je l'avais vu s'installer dans les pièces comme un brouillard épais, étouffant et difficile à nommer. Tu n'es pas le seul à être resté silencieux, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. J'aimerais avoir eu ton courage. J'aimerais m'être levé quand ça comptait. J'ai fait une pause, puis j'ai dit la seule chose qui semblait vraie. Tu es toujours debout maintenant, lui ai-je dit. Et tu es toujours en vie. C'est assez pour moi. Ses yeux ont brillé, mais il a cligné rapidement des yeux. De la même manière que les soldats le faisaient toujours, ne laissant rien tomber. À quelques mètres de là, j'ai vu Darius l'Anglais. Il se tenait près de la rangée de drapeaux, les bras derrière le dos, la posture parfaitement immobile. Mais ses yeux ont croisé les miens. Il n'a pas salué. Il n'a pas parlé. Il a juste hoché la tête. Une fois.
Un geste silencieux d'un homme qui avait porté plus de vérité qu'il n'était autorisé à en dire. Un signe de tête qui disait « Je t'ai vu. Je t'ai toujours vu ». Brig m'a donné une dernière pression sur l'épaule. « Merci », a-t-il murmuré. Je l'ai regardé s'éloigner dans la foule qui se dissipait, chaque pas délibéré, sûr, et non plus accablé par le silence. Pour la première fois depuis des années, mon souffle ne s'est pas coupé dans ma gorge. Et dans ce calme, dans l'écho de ce qui n'a pas été dit, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. La paix. Pas celle que l'on attend, celle que l'on décide. Je n'ai pas attendu la fin de la cérémonie. Il y avait encore des discours à venir, d'autres photos à prendre, et des récompenses qui allaient briller sous un éclairage parfait. Mais rien de tout cela n'était à moi. Ça ne l'avait jamais été. J'ai franchi les portes doubles seul. L'air extérieur était plus frais maintenant, pas froid, juste assez pour me rappeler que j'étais ailleurs, un endroit que j'avais choisi. À l'intérieur, il m'avait gardé une place à la dernière minute, entre un cousin au 2e degré et un étranger poli qui ne connaissait pas mon nom. Mais je ne m'y étais pas assise. Je n'avais plus besoin d'une place à leur table car j'avais construit la mienne. Une table où le silence n'était pas récompensé. Où la vérité avait une voix. Où l'intégrité n'avait pas besoin d'un projecteur pour compter. Et à cette table, la mienne, il y aurait toujours une chaise pour ceux qui étaient laissés en dehors de la photo. Ceux qui travaillaient en coulisses. Ceux qui disaient la vérité quand cela coûtait tout. Je n'ai dit au revoir à personne. Pas de poignée de main. Pas de regard par-dessus l'épaule. Mais en descendant le long couloir à l'extérieur de l'auditorium, j'ai remarqué quelque chose. Un par un, les SEALS, ceux qui s'étaient levés pour moi plus tôt, se sont tournés pour me faire face à nouveau. Ils n'ont pas salué. Ils n'ont pas parlé. Mais ils se sont levés. Tous les 100. Pas d'ordre, pas de scénario, juste une ligne silencieuse d'hommes et de femmes qui avaient autrefois cru que je n'avais pas ma place et qui choisissaient maintenant de dire le contraire sans dire un mot. J'ai marché entre eux, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti effacé. Je ne me suis pas senti comme un fantôme. Je me suis senti réel, entière, vue. J'étais venu seul et je suis parti, sans avoir besoin d'être réinvité. Avant de nous dire au revoir, nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une nuit tardive où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chacun d'eux avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne, non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, nous espérons que vous emporterez cette histoire avec vous. Et rappelez-vous, parfois, le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend silencieusement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous, et nous vous retrouverons dans la prochaine histoire.